Bon, on est en 1994 et l'Afrique du Sud est en pleine furie. Les gens chantent, dansent et font la fête dans la rue. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un homme noir est élu président de la République. Mieux encore, pour la première fois en Afrique du Sud, quelqu'un est élu démocratiquement. Et ce quelqu'un, c'est autre que Nelson Mandela. Comment un ex-prisonnier noir a pu finir à la tête d'un pays ségrégationniste dirigé par l'apartheid? Le 18 janvier 1918 vient au monde Roli Ashla Mandela. Ouais, c'est pas un nom facile à dire. Dans le petit village de Mvezo. Le petit Roro, oui c'est un surnom plus facile à prononcer pour éviter de trop écorcher son prénom, vivait une vie paisible dans la petite pampa sud-africaine. Apprenant les techniques de combat du peuple Xhosas, il restera quand même un enfant qui s'amusait beaucoup avec ses amis en prenant tout ce qui leur tombait sous la main. Les gamins iront même jusqu'à monter en haut de monticules de terre pour les descendre en glissant sur des planches de bois. C'était leur petite luge à neige, sans luge et sans neige. Âgé de 7 ans, Roro finira par être repéré par deux frères chrétiens, peuple Amemfungu, hébergé par son père. Petit aparté pour vous expliquer que le peuple Amemfungu est un peuple qui à la base était confrère du peuple Xhosas, mais malheureusement leur amitié s'est vite arrêtée quand le peuple Amemfungu a décidé de se convertir au christianisme, de construire de meilleures maisons et de s'habiller comme des occidentaux. Les deux frangins incitèrent les parents de Roli Ashla à donner une meilleure éducation à leur fils en l'inscrivant à l'école. Sa mère, fraîchement convertie au christianisme, avait encore quelques doutes sur l'éducation que pourrait donner l'école britannique, mais son père, seul décisionnaire, décision actée par le fait qu'il n'a pas pu aller à l'école et qu'aucun autre de ses enfants n'ont pu aller à l'école, dira oui. Lors de son premier jour à l'école, l'institutrice du petit Roro prendra une décision qui va le marquer à vie. À cette époque, les professeurs de ce qui est l'équivalent de la primaire aujourd'hui avaient pour obligation de donner un prénom anglo-saxon aux enfants pour éviter que les blancs ne prononcent mal le prénom africain des enfants et tout simplement aussi pour leur éviter de parler africain en prononçant ces noms-là. Et c'est ainsi que naquit Nelson Mandela. Après avoir fini ses premières années d'études, Nelson part étudier dans le seul lycée qui accepte les noirs africains. De là, surtout après avoir vu la différence de traitement entre les noirs et les blancs, parce que oui, quand il était petit, il le voyait, mais il le comprenait pas vraiment, il entamera des études de droit pour devenir avocat. Je fais une petite aparté pour vous dire que moi c'est Ludo et bienvenue sur ma chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout, si vous aimez vraiment ce genre de concept, n'hésitez pas à le partager, c'est important pour faire grandir la chaîne. Ça y est, Nelson est diplômé, à lui l'argent et le bien-être. Bon, en vrai, je me suis un peu enflammé parce que clairement, il est surtout avocat sur le papier. Sa couleur de peau peut pas l'aider à pouvoir diriger de grandes affaires. Et les seules personnes qui peuvent vraiment défendre n'ont ni thune, ni de véritable identité aux yeux de l'État. Donc la maille, c'est pas pour tout de suite, voire jamais quoi. Réellement saoulé par l'existence, voire la quasi-inexistence, on va pas se mentir, du peuple noir africain. Surtout comparé aux blancs, parce que oui, je précise beaucoup la différence entre les blancs et les noirs, mais c'est important pour comprendre le combat de Nelson Mandela et de tous les Sud-Africains à cette époque-là. Donc je disais, complètement saoulé par tout ça, Mandela prendra une décision forte de sens qui le marquera à jamais. Il va défendre des personnes de couleur accusées de quelconque crime de manière gratuite, ou en étant payées de façon troc, ou avec de maigres économies que les familles ont pu mettre de côté. Bon, maintenant ça fait quelques temps qu'il fait ça, et il se rend compte clairement que c'est pas la meilleure des façons de faire pour faire avancer la cause noire africaine. Par chance, il entend parler d'un groupe non violent qui mène des actions pacifistes pour faire avancer leur cause. Nelson, clairement séduit par l'idée, fait son entrée à l'African National Congress. En 1944, alors âgé de 26 ans, il est prêt à donner de sa personne et plus pour y arriver. Il recrute de plus en plus de personnes, mène de plus en plus d'actions pacifistes et finit même par en devenir un des dirigeants. Et sauf que malheureusement, ça ne sert à rien. Ça fait pas du tout avancer le schmilblick. Et pire encore, l'ANC est interdite par le gouvernement. Voilà. Chaque personne faisant partie du groupe risque la prison. Bon, bien sûr, ça ne décourage pas le poteau, et il décide avec son équipe et les adhérents, qui sont d'ailleurs obligés de se rencontrer en mode secret furtif, pour faire une manifestation de grande ampleur et surtout pacifique à Sharpeville. La manifestation se passe bien, le temps est beau, les manifestants sont là par centaines, et l'État décide de déployer son armée, avec pour ordre de tirer à vue. Une soixantaine de civils seront tués par l'armée, et le peuple noir africain est en deuil. Et Nelson, suite à tout ça, prend une décision extrêmement importante, finit les manifestations pacifiques. La branche de lutte armée de l'ANC est créée par Mandela. Le Umkhonto we Sizwe, qui sera chargé de saboter des installations publiques et autres points d'utilité du gouvernement. Vivant caché et reclus, Nelson effectuera quand même des voyages à travers l'Afrique pour rencontrer des rebelles voulant une égalité des droits entre le peuple et l'État.
Après avoir mené des actions coup de poing contre le gouvernement, Nelson finira par être arrêté en 1964. D'abord condamné à 5 ans d'emprisonnement, il sera finalement jugé et condamné à la prison à vie sur l'île Robben. Devient en 1961 une prison de sécurité maximale pour des condamnés à de longues peines, notamment pour les membres de l'ANC et les mouvements de lutte contre l'apartheid. Oui, car les Blancs profitaient de meilleures conditions de vie, même si c'était de gros criminels. Ah bah à l'époque, un Blanc pouvait tuer 5-6 Noirs, faisait une petite tape sur les doigts et rentre chez toi frère. Les prisonniers noirs sont les moins bien servis niveau conditions de vie. Pour faire simple, là où les Métis, les Indiens et les Asiatiques ont le droit à des pantalons et des chaussures, les Renois ont l'obligation de porter des shorts et des claquettes, même en hiver quand il caille. En tant que prisonniers politiques, Nelson et bien d'autres, ils sont encore beaucoup moins bien traités que le niveau où sont traités les Renois. Obligés de casser des cailloux pendant plusieurs années, quand d'autres développeront des maladies sans possibilité d'être soignés vu leur statut. En prison, Mandela reste un fervent défenseur pour les droits des Noirs. Il dirige les révolutionnaires comme il peut depuis l'île Robben. Son courrier est surveillé, censuré, voire même donné en lambeaux avec 80% du courrier en moins. Sans oublier le fait d'avoir un droit de visite de 30 minutes tous les 6 mois et l'impossibilité d'assister aux funérailles de sa mère. Mais il garde la tête haute et son groupe armé continue à mener des actions coup de poing. Ouais, j'aime bien dire le mot coup de poing. Malgré le fait qu'ils soient emprisonnés, il décide de quand même faire bouger les choses dans la prison. Dirigeant la prison du point de vue prisonnier, il se bat pour le droit des prisonniers et à force d'acharnement, il finit par obtenir que les prisonniers noirs aient les mêmes droits que les autres prisonniers. C'est-à-dire pantalons et chaussures. Clairement, c'est pas suffisant. Les gars, ils veulent être traités avec un minimum d'estime et ont envie de pouvoir se sentir humains. Après de fortes négociations entre Mandela et le directeur de la prison, ce dernier finit par leur accorder dans leur cellule un bureau, de quoi lire, de quoi étudier, et même un petit potager commun, ainsi que d'autres avantages tels que jouer au foot, avoir des vinyles, faire du sport, etc. etc. 1985 marque la première négociation de l'État envers le peuple, en proposant la libération de Mandela à condition que ce dernier arrête les actions armées contre le gouvernement. Bien évidemment, il refuse, et c'est ce qu'on appelle avoir une sacrée paire de testicles. Le 11 février 1990, à 71 ans, Nelson Mandela est libéré de prison, et de longues négociations démarrent entre le peuple et le gouvernement. Négociations amenant même le président sud-africain Frédéric de Klerk et Mandela à recevoir le prix de la paix en 1993. Un an plus tard, ont lieu les premières élections présidentielles démocratiques en Afrique du Sud. Et sans surprise, Nelson est élu à quasiment l'unanimité. Les clés politiques sont données, la foule est prête à entendre le premier discours à la nation du chef de l'État. Aujourd'hui, notre pays entre dans une ère nouvelle. Notre peuple aussi. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la victoire de l'ANC, mais celle de tous les peuples d'Afrique du Sud. Sans pour autant se représenter pour un deuxième mandat. Retiré de la vie de dirigeant politique, Mandela continuera sa lutte contre l'oppression et les inégalités du peuple sud-africain jusqu'à sa mort le 5 décembre 2013. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir la chaîne et permettre au plus grand nombre de découvrir mes histoires. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.